vivons actuellement une série de grands bouleversements violents et chaotiques. Les institutions, les conventions et les alliances qui ont façonné le monde pendant des générations s'effondrent sous nos yeux. Les réglementations et les protections juridiques sont vidées de leur substance, tandis que les préjugés sont inscrits dans la loi. Nos écrans sont inondés d'images de guerre, de génocide et de contenus stupides générés par l'IA. Les crises incessantes et l'indignation partisane sont devenues la norme. Et il semble que la seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que tout va de mal en pis. L'ordre néolibéral soutenu par les États-Unis s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. En dehors des salles de réunion dorées et des scènes illuminées de Davos, rares sont ceux qui pleureront sa disparition. Depuis 50 ans, ce système de mondialisation capitaliste a infligé d'immenses souffrances au monde entier, détruisant de nombreux moyens de subsistance, déplaçant des communautés et transformant des régions entières en zones sacrifiées, en friches industrielles, en mines à ciel ouvert, en sites d'exploitation forestière intensive, en maquiladoras, en usines exploitant à outrance leurs ouvriers ou encore en terminaux d'exportation. Mais son effondrement n'est pas non plus une raison de se réjouir, car ce qui lui succède est encore plus brutal et bien plus dangereux. Nous assistons aujourd'hui à un retour à la politique des grandes puissances, qui a marqué une grande partie du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Mais cette fois-ci, avec des missiles de croisière hypersoniques, des ogives nucléaires et l'intelligence artificielle. Au moment où nous écrivons ces lignes, le golfe Persique est en feu. Prise au piège dans le chaos déclenché par l'expansionnisme israélien et l'arrogance américaine, la région a rejoint l'Ukraine, Gaza et le Liban comme dernier terrain d'essai en conditions réelles pour les systèmes d'armes autonomes de nouvelle génération. La guerre dévastatrice menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, ainsi que les représailles du régime iranien contre les infrastructures énergétiques et maritimes des États du Golfe, vont façonner l'économie mondiale et l'architecture de la sécurité internationale avec des répercussions qui se feront sentir pendant de nombreuses années. Ces événements marquent une escalade violente et dramatique d'un processus qui était déjà bien engagé. Depuis des années, l'hégémonie américaine ne cesse de reculer, alors que les pays composant les BRICS gagnent en puissance, divisant le monde en plusieurs sphères d'influence dominées par des superpuissances régionales. En dehors de leur sphère d'influence, les puissances moyennes se sont livrées à des guerres par proxy sanglantes pour le contrôle de gisements pétroliers et miniers, de gisements de gaz et de l'accès à des ports maritimes stratégiques. Chaque jour, des milliards de dollars de marchandises circulent à l'intérieur et entre de gigantesques zones commerciales telles que l'UE, le Mercosur, l'ASEAN et le RCEP. Ce réseau complexe de chaînes d'approvisionnement internationales s'appuie à son tour sur un patchwork d'alliances militaires en constante évolution. L'OTAN, qui a été pendant des décennies le principal garant du consensus de Washington, est aujourd'hui remise en cause par de nouveaux partenariats multilatéraux de sécurité tels que l'AUKUS, le QSD, l'OTSC et l'Organisation de coopération de Shanghai. La multipolarité, un concept longtemps défendu par les partisans de la guerre froide à gauche et par des idéologues ethno-nationalistes comme Alexandre Douguine et Zhao Tignan à droite, est aujourd'hui la norme dans les relations internationales. Ce changement n'est pas arrivé de nulle part. L'invasion de l'Irak en 2003
dont les architectes néoconservateurs espéraient qu'elle inaugurerait un nouveau siècle américain, marque au contraire le début du déclin américain. La crise financière de 2008 était un avertissement clair de ce qui allait suivre. Et la pandémie de Covid-19, un tournant majeur. Mais la ligne a été définitivement franchie avec la réélection de Donald Trump en 2024, grâce à une campagne de résistance contre le soi-disant agenda mondialiste, un terme pilule rouge désignant l'ordre néolibéral mené par les États-Unis. Conformément à sa promesse de rendre à l'Amérique sa grandeur, Trump s'est efforcé d'enrayer et d'inverser le déclin des États-Unis en renégociant les termes de leur alliance avec l'Europe, en concluant un accord avec la Russie et en consolidant leur domination sur le continent américain. Avant même d'entrer en fonction, Trump rêvait ouvertement d'annexer le Canada et le Groenland et d'envoyer l'armée américaine s'emparer du canal de Panama. En évoquant furtivement de tels projets, Trump dévoilait les prémices d'un plan visant à créer un super-État nord-américain, une soi-disant Grande Amérique. Et si les médias grand public ont systématiquement refusé de prendre ces projets au sérieux, ce ne fut pas le cas des investisseurs, des politiciens et des stratèges militaires. L'État canadien aurait commencé à mener des simulations militaires en vue d'une éventuelle invasion américaine, en modélisant le recours à des tactiques de guérilla asymétriques telles que celles utilisées par les talibans dans leur guérilla contre les troupes américaines et de l'OTAN en Afghanistan. Dans le même temps, ils profitent de la montée du nationalisme qui en résulte pour s'attaquer aux réglementations environnementales et accélérer la mise en œuvre d'une longue liste de méga-projets écocidaires sous le prétexte de la sécurité nationale. Cela inclut la relance du gazoduc PRGT, prévu pour traverser les territoires non cédés des peuples Gitxsan et Gitano en Colombie-Britannique, et le plan Nord, le plan d'action pour le Nord, sur les territoires habités par les Inuits dans la province du Québec. Parallèlement, dans les territoires sous l'autorité de l'État mexicain, Claudia Sheinbaum poursuit la 4e transformation prônée par le Morena, une grande vision nationaliste qui s'appuie sur des méga-projets tels que le train Maya et le corridor interocéanique, visant à stimuler le tourisme, le développement industriel et l'exploitation des ressources. Et cela tout en expulsant les peuples autochtones de leurs terres et en renforçant la militarisation de la frontière sud entre le Mexique et le Guatemala. Cette militarisation sert à protéger les investissements capitalistes, mais aussi à freiner l'immigration, ce qui va dans le sens du programme de Donald Trump. S'appuyant sur l'un des chevaux de bataille de son premier mandat, Trump a sans vergogne attisé les flammes de la réaction nationaliste blanche, exploitant les craintes racistes d'une soi-disant invasion d'immigrés pour instaurer un état d'exception, s'arroger des pouvoirs de guerre et imposer unilatéralement ses conditions au gouvernement d'Amérique latine et des Caraïbes. Il a trouvé en Nayib Bukele, président du Salvador, son complice le plus zélé, qui s'est empressé de transformer son pays en un camp de concentration offshore, proposant d'accueillir les personnes expulsées et même les dissidents américains dans son tristement célèbre centre de confinement du terrorisme, mieux connu sous le nom de CECOT. C'est Bukele, aux côtés de ses homologues argentins et équatoriens, Javier Milei et Daniel Noboa, qui a été le premier à vendre à Trump son projet dit « Bouclier des Amériques », une nouvelle alliance militaire et de partage de renseignements censée lutter contre le terrorisme et les cartels, mais visant clairement à contenir le Brésil, puissance régionale montante et principal concurrent des États-Unis sur le continent américain. Dans ce contexte, Trump envisagerait de désigner 2 gangs criminels brésiliens comme organisations terroristes et aurait récemment négocié un accord sur le statut des forces avec le Paraguay, ouvrant la voie à une présence militaire américaine accrue aux portes du Brésil.
Dans le cadre d'un déploiement naval massif baptisé Opération Lance du Sud, l'administration Trump a lancé le 3 janvier un raid spectaculaire mené par les forces spéciales au cours duquel elle a capturé le président vénézuélien corrompu et autocratique Nicolás Maduro pour le remplacer par la vice-présidente et ministre du pétrole du pays, Delcy Rodriguez, elle aussi corrompue et autocratique. Cette opération, largement mise en scène, apparemment menée dans le cadre d'un accord négocié entre la CIA et des éléments des services de sécurité vénézuéliens, confère aux États-Unis le contrôle effectif des plus grandes réserves de pétrole au monde, suffisamment de carburant pour subvenir à leur consommation intérieure et financer leur guerre à l'étranger pendant des décennies. Au niveau national, Trump a trouvé le moyen de contourner l'interdiction de déployer des troupes fédérales pour assurer le maintien de l'ordre intérieur. Non pas en invoquant la loi sur l'insurrection, comme il a menacé de le faire à plusieurs reprises, mais en transformant l'ICE en la 17e armée régulière la plus riche au monde, dotée d'un budget de fonctionnement annuel de plus de 27 milliards de dollars. L'ICE a utilisé cet argent pour se doter de l'un des arsenaux de surveillance intérieure les plus sophistiqués de l'histoire de l'humanité, intégrant notamment le logiciel de reconnaissance faciale de pointe de Clearview AI, les outils de piratage téléphonique graphique développés par les espions israéliens de Paragon, les lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation de Flock Safety, ainsi que le système de ciblage et de suivi en temps réel basé sur l'IA de Palantir Immigration OS. Trump a utilisé cette unité paramilitaire suréquipée et sophistiquée comme un instrument de répression. Il a terrorisé les communautés de sans-papiers tout en tentant de mater ses adversaires politiques par la force. Dans de nombreuses villes américaines, l'intervention de l'ICE s'est heurtée à une résistance farouche et inspirante. Sans montrer le moindre remords, l'administration Trump a réagi en multipliant le recours à la force, tout en qualifiant de terroristes ceux qui résistaient courageusement dans la rue. À Minneapolis, l'exécution de sang-froid de René Good et d'Alex Pretty a été suivie d'une campagne de dénigrement tout aussi impitoyable. He was there to perpetuate violence. The individual wanted to do maximum damage. To kill law enforcement. It was an act of domestic terrorism. Domestic terrorism. Domestic terrorism. Mais cette stratégie s'est retournée contre ses auteurs, en suscitant une telle vague d'indignation dans l'opinion publique qu'elle a contraint les autorités à un rarissime repli tactique et au sacrifice de 2 des lieutenants de Trump, le commandant de l'US Customs and Border Protection, Greg Bovino, et la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem. Toutefois, le 13 mars, un jury texan a donné raison aux efforts maladroits de l'État visant à qualifier les Antifa de terroristes intérieurs en déclarant coupables tous les accusés de Prairiland, 8 militants arrêtés à la suite d'une manifestation bruyante devant un centre de détention de l'ICE. Cette décision, qui constitue une victoire retentissante pour le ministère de la Justice de Trump, ouvre la voie à de futures rafles d'anarchistes et d'autres irréductibles ennemis de l'Empire américain. Impossible de le nier. Nous traversons une période sombre. Le découragement et la désillusion gagnent du terrain, alors que nous nous dirigeons vers un avenir terrifiant marqué par la guerre, par les crises et la montée de l'autoritarisme. Alors que faire? Il n'y a pas de réponse facile à cette question. Il n'existe aucun programme politique spécifique, ni aucune stratégie miracle pouvant nous mener vers un avenir radieux. Chacun de nous doit trouver la voie qui lui convient. Quoi qu'il en soit, voici quelques éléments à garder en tête au moment de décider quoi faire. Tout d'abord, nous devons accepter le fait que personne ne viendra nous sauver. Ni les partis, ni les politiciens, ni les juges, ni les prêtres. Notre sécurité individuelle et collective, sans parler de notre libération, repose uniquement sur les décisions que nous prenons et les actions que nous menons. En même temps, n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. Cherchons des camarades,
tissons des liens de confiance, développons nos affinités, acquérons de nouvelles compétences, et lorsque nous serons prêts, agissons ensemble. La résilience naît de communautés fortes et de mouvements sociaux fondés sur des liens solidaires et décentralisés. Renforçons ces liens. Mettons nos ressources en commun et consolidons notre résilience. Cela implique également de se préparer à la réalité de la répression. Prenons la sécurité au sérieux. Efforçons-nous d'en savoir plus sur le fonctionnement des technologies dont nous dépendons et recherchons de manière proactive des solutions et des pratiques qui contribueront à renforcer notre sécurité et celle de nos camarades. Réfléchissons à ce que nous ferions si Signal tombait en panne, si Internet était bloqué et si nous ne pouvions plus communiquer par téléphone portable. Préparons-nous à plusieurs scénarios d'urgence. Mettons en place et renforçons des organisations qui soutiennent les prisonniers. Développons des projets capables de briser l'isolement imposé par l'État et de démystifier la prison, afin qu'elle ne soit pas perçue comme le pire des scénarios, comme un cauchemar, mais plutôt comme une conséquence brutale et ô combien envisageable d'une résistance efficace, et comme un nouveau terrain de lutte. Pour finir, construisons et entretenons des réseaux mondiaux de solidarité et d'entraide. Rappelons-nous que les frontières ne sont que des lignes imaginaires. L'internationalisme révolutionnaire est la réponse au nationalisme réactionnaire. La solidarité entre les mouvements sociaux est la réponse aux guerres entre États. Gardons à l'esprit qu'il est bien plus facile de tisser des liens avant que des hostilités n'éclatent, avant que les lignes de front ne se durcissent et que toute communication efficace ne devienne impossible. Cultivons ces liens dès maintenant. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres et de nombreuses ressources à partager. Et quel meilleur moment pour le faire que maintenant. L'ancien monde est en train de mourir, alors qu'un nouveau monde lutte pour voir le jour.